Bonjour à tous. On n'a pas un créneau facile, c'est juste avant manger. Et en plus, on a plein de trucs à dire. Bienvenue à cette présentation qu'on a intitulée Spring 6, Spring Boot 3, Spring X618. Ça pourrait être Spring Cloud Gateway pour faire écho à la presse de Thomas juste avant. Mais en fait, comment il fonctionne Spring le dinosaure? Nous, on est avec Clément des développeurs émérites et on a un super client qui veut changer le monde, il veut faire des trucs avec des dinosaures. Il nous a dit, moi je veux faire du Spring. Let's go. On est allé sur YouTube. Il y a quelques mois, il y a Josh Long, monsieur Josh Long, qui a fait une presse à Devoxx Paris, il l'a fait un peu partout dans le monde, sur Beautiful Spring Boot 3 by Josh Long. Et en gros, ce qu'il nous dit là-dedans, c'est que en 1 minute, on peut aller sur ce site, appuyer sur 3 boutons, dire qu'on veut faire du web. C'est la petite dépendance de Spring Web ici. Et ça marche. Let's go. C'est exactement ce qu'on a fait. Ça nous a téléchargé une petite archive qu'on a mis dans notre IDE. On a une pauvre classe ici. Ensuite, on est allé sur les internets, Bildung, MKYong, tous ces trucs incroyables. Là. Et on a copié-collé des bidules. Il y avait des request mapping, des REST controllers, ça nous paraissait bien. Et une API. Let's go. On lance notre truc et on veut vérifier que ça fonctionne. Est-ce que Josh est un menteur ou pas? Ça a l'air de fonctionner, c'est exceptionnel. J'ai pas prévu ça parce que je suis pas préparé. Hop, voilà. Et là, hop, incroyable, on a un serveur web qui nous dit Graou le Brescamp avec un petit dinosaure. C'est fantastique. Je peux plus faire diaporama et ça c'est terrible. C'est à ce moment-là que tu dois danser. Ah oui, c'est ce qu'on s'était dit. Je peux chanter à la limite? Tu peux chanter quoi? Bah, c'est pas très grave. C'est reparti. Hop là. Au final, il nous parlait de Spring Boot 3. On a fait 3 clics, 8 lignes de code et ça marche. C'est assez ouf. Nous, avec notre instinct avec Clem, on s'est quand même dit... déjà, on est moyennement brillant, donc ça marche direct, c'est assez chelou. Et en plus, on a dit il y a 100% une arnaque là-dessous. Comment c'est possible? Bon, c'est pas grave, hein, la vie arrive. Du coup, il y a notre client, il arrive, là, qui veut changer le monde. Businessland, il nous veut une petite API, un truc tout simple. Lui, il veut faire un front-end. Waouh, quoi? Avec des trucs JavaScript et tout ça? Du coup, tu vas le faire et nous, on fait une petite API en dur, quoi. Du coup, c'est ce qu'on a fait, parce qu'on est quand même des sacrés bons développeurs. Hop, si j'arrive à check out mon truc. Hop. Et on a, du coup, créé, parce qu'on est des développeurs émérites, une petite classe qui nous renvoie notre liste. C'est un nouveau... On nous a dit qu'il fallait faire ça, splitter les responsabilités, on le fait. Et on a un nouveau contrôleur ici qui est fait appel à mon petit dino, là, mon petit dino lister. Et ce truc-là, on ne savait pas trop comment faire. Comment je fais appel en fait à mon nouveau truc, à mon lister? Du coup, on a cherché sur ChatGPT, 100%. Et il nous a dit, il faut faire auto-weird, auto-weird. Let's go, on te fait confiance. On relance notre truc. En vrai, on n'était pas trop sûr, déjà. On lance et ça semble marcher pas du tout. Application fail to start. Moi, j'ai quand même l'impression que ça marche pas de ouf. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah merde, c'est vrai qu'on a mis en sombre, ça reste globalement lisible. En gros, il nous dit que ça marche pas, qu'il y a des exceptions. Ça nous parle de contexte, d'initialisation, de config servlog, d'injection point, de configuration, de bin. C'est... Ok. Nous, on a fait ça. Salut le client, on se casse. Et en fait, non. On s'est dit plutôt, parce qu'en fait, on nous a un petit peu menti, on est quand même sacrément balèze. On s'est dit plutôt, on va essayer de répondre à quelque chose qui se passe globalement dans tous les projets qu'on croise, où il y a du Spring évidemment, c'est que les gens utilisent très très bien l'outil, parce que c'est très facile de démarrer des choses avec, aucun souci. Par contre, dès que ça ne fonctionne plus, et ben là, il y a un petit plafond de verre et c'est ça qu'on va essayer de casser, vraiment comprendre comment il fonctionne en interne, Spring le dinosaure. Je suis Maxime, moi je suis développeur, je suis formateur sur certains sujets, notamment Spring et le monde élastique. Ça c'est mon petit Twitter. Je suis actuellement en mission chez Wooz, là où travaille Thomas qui a fait la presse juste avant. Et moi c'est Clément, je suis développeur chez Max Digital Service. Je suis développeur back-end. Donc on va revenir un peu en arrière sur Spring, une petite histoire. Du coup, Spring c'est sorti en 2003, c'est né avec Rod Johnson, qui en avait marre de la lourdeur des applications J2E à l'époque. Donc du coup, lui, ce qu'il voulait, c'était un truc qui était rapide et léger. Donc du coup, il est parti sur Spring. Donc, pour la petite anecdote, le premier nom, c'était Interface 21.
Donc aujourd'hui, Spring, c'est un écosystème qui est riche. On connaît tous Spring Web, Spring Data, Spring Security. Et c'est basé sur Spring Core. Donc la dernière version de Spring Framework est sortie en 2022. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que tout le corps de Spring se base vraiment sur ce qui a été fait en 2003. Donc Spring, c'est un projet open source, c'est sous licence Apache, ça supporte les langages de la JVM, donc Java, Kotlin, et c'est disponible sous Gradle et sous Maven. Donc Spring, c'est pas Spring Boot, on va casser le mythe tout de suite. Spring Boot, c'est sorti bien après, ça va apporter tout un tas de trucs dans le but de nous faciliter la vie, nous développeurs. Donc c'est complémentaire de Spring, ça se base sur Spring Framework, mais c'est pas Spring. Ok, let's go to the basics. Qu'est-ce que c'est Spring? Spring, c'est un conteneur et un framework. Conteneur, pourquoi? Parce que c'est lui qui va gérer les objets de votre application. Il a une responsabilité, c'est un lifecycle manager, un gestionnaire de cycle de vie. Il va initialiser et gérer l'injection de dépendance entre vos objets et ceux du framework. Spoiler alert, ce qu'on a mal fait avant, c'est ça en fait. On n'a pas bien fait notre injection de dépendance. Spring, c'est un framework. Le but du jeu, c'est de fournir de la tuyauterie. C'est vraiment quand vous allez faire appel à des trucs externes, tous les trucs pénibles, il va le faire pour vous. Et on veut éviter tout le code boilerplate. Les personnes ici qui ont fait du JDBC à la main, du cache à la main, des transactions à la main, bon, déjà on le faisait mal. Et en plus, c'était le même code dans tous les projets, écrit tout le temps pareil. Et on n'était pas moins fort du moins que les ingénieurs de chez Pivotal, VMware maintenant. Spring fait la plomberie. On ne veut pas se répéter. Don't repeat yourself. Et la separation of concerns, une seule et même responsabilité à un endroit. Mon code, il fait un truc, il n'est pas répété nulle part, et il fait un seul truc. Ok, mais au final, tu nous parles de trucs, mais en fait, ça ne marche pas du tout, ton application, parce qu'en fait, justement, notre injection de dépendance, on l'avait mal faite. Là, je vais le corriger. C'est le checkout le moins utile de la Terre, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Mon code de mon contrôleur ici, il est resté le même, il n'a pas changé. Ce qui va changer, c'est sur mon composant, pour le coup, il porte bien son nom, j'ai rajouté une annotation, add component. Alors là, il y a tous les frontix de la Terre qui vont faire « Oh, c'est quoi encore des annotations Ils font chier les javaïstes. » Ah, mais ça marche comme ça, désolé. Là, je relance mon application, je ne vais pas le faire, mais ça fonctionne et j'ai mes web services. On est content. L'application context, qui est derrière tout ça, en fait, c'est ça qui démarrait pas. On avait le truc, pardonnez le charabia, parce que c'est une extension, mais application context, c'est ça qui fonctionnait pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, c'est l'objet central de notre framework. C'est lui qui va gérer les objets de votre application, les vôtres, vos POJO, ce qu'on appelle vos components, et ceux du framework, donc ceux qui sont mis à disposition par Spring pour vous éviter de refaire tout ce que vous faisiez avant à la main, qui était relativement désagréable. On va définir, nous, les liens entre tous ces objets via du code, via ce qu'on appelle les instructions de configuration, ou bien par ce qu'on appelle de la démarcation avec des annotations. Lorsque tout ce petit monde il est OK, en fait, votre système il est prêt à être utilisé. Donc en fait, le chargement de votre application contexte, sa configuration et tout ça, c'est quasiment le plus important. Ça ne va pas vous empêcher d'avoir des problèmes de perf et tout ça, évidemment, mais ça veut dire que votre système est dans votre état voulu et il est fonctionnel. Ok, on parle de component, mais dans l'autre message d'erreur, ça parlait aussi de bin. Nous, on a mis add component, add bin. Qu'est-ce que c'est que, au final, c'est quoi tous ces trucs-là? Eh bien, bin dans Spring, ça va être simplement une classe qui va être managée par le conteneur d'application. Donc, un bin, ça va avoir un scope et un cycle de vie. Donc, on appelle ça un bin managé par Spring, du coup, dans le langage Spring. Voici les différentes étapes du cycle de vie. Du coup, on a l'étape d'initialisation. Du coup, ça va être tout ce qui va être création des bins, injection des dépendances, donc résolution des dépendances dont les bins ont besoin pour fonctionner, l'utilisation des bins. Donc dans notre exemple, ce serait le lister qui est utilisé dans notre contrôleur. Donc Spring va fournir l'instance de ce bin et on a une phase de destruction, donc quand le scope est terminé ou l'application est détruite. Donc comment on déclare un bin dans Spring? On a plusieurs façons de le faire. On a la notation add component sur une classe. Donc ça va marquer une classe comme étant un composant à être géré dans le cycle de vie de Spring. Tout à l'heure, on a vu sur le service, dans le contrôleur, on a vu REST controller. Donc ça va dire un sous-type de component. Component, c'est le stéréotype de base. On a la classe add component qui va être verte. Du coup, ça va scanner tous nos packages à la recherche de classes annotées avec component. On a aussi add bin dans une classe de configuration. Donc quand utiliser composant, quand utiliser bin, component, ce serait plutôt sur une classe qu'on est en train de coder. Donc
typiquement notre lister. Et bin, ce serait plus sur une dépendance externe dont on voudrait qu'elle fasse partie du cycle de vie de Spring, tout simplement. Et on a le legacy XML, mais ça, j'en parle pas parce que je crois que personne n'aime ça. Comment qu'on déclare un bin? Donc là, c'est une liste non exhaustive. Il y a plusieurs trucs. Son nom, sa classe. Donc ça, c'est plus pour vous, à titre informel. Donc dans Spring, on a plusieurs scopes. On a le scope singleton par défaut, donc la même instance d'un bin qui va être partagée partout où il sera appelé. On a le scope prototype. Donc prototype, le bin ne sera pas créé au démarrage de Spring, il sera créé à la demande. Donc typiquement, si on a un composant qui fait un traitement, je sais pas, dans votre mail une fois par mois, du coup, ce bin sera créé uniquement quand on aura besoin d'envoyer ce mail. Donc il ne sera pas là au démarrage de l'application, on ne va pas le retrouver. Et on a le scope session et le scope prototype aussi et d'autres. Request, pardon. Donc une fois qu'on s'est déclaré nos bins, ce qu'on va vouloir faire, c'est injecter par exemple un service A dans un service B. Et ça, pour le faire, du coup, on va faire de l'injection de dépendance. Donc on va le faire de 3 manières. Soit par constructeur, qui est la manière préconisée, soit par setter. Donc setter, quand on a de l'héritage par exemple, on peut utiliser setter, ou par propriété, qui est la manière non préconisée par Spring et dans le monde du dev en général. Donc comment ça se passe l'application de contexte? On va aller un peu jouer dedans en debug et voir ce qu'on peut y retrouver. Pas échappe. Chaque fois. Tac, hop. Donc je vais switcher de branche. Tac. Où debug? Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste extrait le contexte dans une variable. Là, on est en local, donc on peut le faire. Si on serait sur une app qui est déployée, on pourrait regarder le contexte, les bins via Actuator, par exemple. Donc je vais le lancer en debug. Tac. Hop. Donc ça peut être pratique si vous avez des problèmes sur vos bins, si vous ne retrouvez pas des propriétés, pour évaluer des propriétés sur des bins, voir pourquoi mon bin ne serait pas dedans. Voilà, on peut faire du debug, ça peut être intéressant si on a des problèmes. Parce que la plupart du temps, quand on a des problèmes, c'est au démarrage de l'application. Je suis pas dedans. Ah, c'est OK. Donc, je vais zoomer. Donc là, on a le contexte. Du coup, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on a une bin factory. Et dans cette bin factory, du coup, on va retrouver tous les bins qui ont été créés au démarrage de l'application. Tu l'as passé. Bin, non, c'est pas celui-là. Je l'ai passé. Ah, il est là. Et dedans, on va avoir tous les noms des bins du coup qui ont été chargés. Donc là, il y en a 1 milliard. On verra pourquoi un peu plus tard. Et du coup, on va retrouver du coup nos bins, nos listers, notre contrôleur, la main application qui est aussi un bin. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, si on veut évaluer, regarder ce que contient notre bin, des propriétés. Voilà, par exemple, on debug si on trouve qu'un bin n'a pas la bonne propriété, on pourra l'évaluer comme ça. Hop. Donc là, nous, on n'a rien dans notre cas, mais on peut extraire le bin comme ça et aller évaluer ses propriétés si on a des problèmes, par exemple. Donc ça, c'est une des manières de le faire. Si on utilise Actuator, on peut aussi voir tout ça, évidemment, après, propre à chacun de faire comme il a envie. Hop. Donc là, une fois qu'on est là, notre application de contexte, il est démarré, nos bins sont chargés. Et on va rentrer un peu plus en détail dans ce qui se passe. Le slide vu à la télé, dans toutes les conférences de Spring, qui est 100% pompé de la formation officielle. Du coup, j'ai mis le lien ici pour dénoncer la personne, si jamais vous voulez dire ça à Pivotal. Hop. Pourquoi il est dans toutes les présentations, ce slide? En fait, parce qu'il est bien, tout simplement. On voit qu'en fait, dans l'initialisation des bins dans Spring, on a 2 grandes étapes. On a ce qu'on appelle le chargement des bin definitions, donc en gros les définitions de bin, qui est suivi de la phase de création et d'initialisation de nos bins. On va aller en détail dans les petites boîtes là. Ce que vous a montré Clem là, la Clem Factory, incroyable. Tu travailles chez Spring. Ouais, Bravo à toi. La bin Factory, son but du jeu en fait, c'est que c'est dedans. C'est grâce à elle, elle porte bien son nom, c'est une factory, c'est une usine, c'est elle qui va créer les bins. Et quand on charge les bin definition, en fait, on les charge dans la bin factory. Ensuite, la bin factory, elle prend tous les petits machins qu'il y a dedans, et pour chaque bin, c'est le for each là, elle va faire autre chose. Dans notre initialisation de nos bins, dans ces chargements, on a en fait la chargement des bin definition dans la bin factory. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est le nom, la classe,
Éventuellement, on redéfinit son nom, son qualifier. Il y a tout un tas de trucs sur lesquels on peut jouer. Et on a surtout, ensuite, une phase de post-process de nos définitions. Et le cas le plus connu, c'est la modification des propriétés, en fait. Quand on code des trucs en Spring, on met des propriétés, on les met pas en dur, on va les charger dans des fichiers. Ces étapes-là, elles sont faites lors du chargement de nos bin definition, cette évaluation. Et on a besoin d'objets spéciaux qui sont les bin factory post-processor. Et à vos souhaits avec ça. Il en existe plein, notamment pour gérer les classes de configuration. Le add configuration class post-processor, ça c'est une des étapes qui va permettre de charger des bin definition. C'est en gros pour gérer les classes de add configuration que Clem vous a présenté avec les add bin. Donc il y a des objets du framework pour faire ça. Et on arrive des fois dans des trucs genre profile condition. Pourquoi est-ce qu'on vous montre ça, pardon. Les profils, très rapidement, quand dans les applications Spring, on peut définir nos bins appartenant ou pas à des profils, et quand on lance l'application, on peut ou pas activer des profils. Genre là, le profil Breastcamp. C'est hyper pratique en fonction de votre environnement, pour des propriétés, pour si environnement A, vous avez Kafka, environnement B, RabbitMQ, j'en sais rien, pour charger des choses différentes dans vos tests, ce genre de choses. Quand on active un profil, ça va charger tous les bins qui n'ont pas de profil et ceux qui respectent une profile condition. Là, celle que j'ai écrite là, c'est Breastcamp. Du coup, c'est là qu'il faut faire du travail. Hop. Tac. Et si on allait un peu en debug pour voir qu'est-ce qui se passe en fait lors du chargement de nos bin processors. Pouc. On va se mettre là. Hop. Hop. Ce que j'ai fait ici, ce qu'on a fait, c'est que on a créé un nouveau type de component. On s'est dit avec Clem qu'on risque d'avoir un succès limite national, voire international. Du coup, il y a de grandes chances que 2024, on soit à Devox. Du coup, on leur a dit, c'est quoi le thème? C'est les Pokémon, sachez-le. Donc, on a fait un profil Devox pour catcher des Pokémon et un profil Breastcamp pour catcher des dinos. Enfin, pour les lister en l'occurrence. Ce qu'on vous disait pas tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand on lançait notre application, on avait déjà un petit profil d'actif, Breastcamp. Mais en fait, ça fait rien, puisqu'il n'y avait pas de condition. Hop. Du coup, je vais relancer en debug. Ma petite histoire. Ah oui, c'est vrai que tu m'en as mis un milliard ici, du coup. Hop. On va arriver, au bout d'un moment, dans des classes. Donc là, c'est les configuration class parser. C'est lui qui a la responsabilité d'aller justement charger les classes de configuration. Et on voit qu'au-dedans, on a des config candidates, des bin definition, des trucs avec des annotations, des candidats à être chargés. Donc en fait, on voit que la classe Jurassic Application, qui était notre main, dont on vous a absolument pas parlé, et ben en fait, c'est une classe de configuration. Et que lui, il est en train de dire dedans, je suis en train de chercher des bins. Est-ce qu'il y en a? Ça, c'est un exemple de post-processor sur les bin definition. Et au bout d'un moment, plus loin, donc là, on va être dans le component scan, on le voit un petit peu ici, class pass, il est où Greg? C'est pour toi ça? Scanning candidate component, voilà, on est en train d'essayer de scanner des composants, et on voit qu'on va avoir une condition ici. Hop, hop, la condition c'est quelque chose qu'on applique sur la valeur Breastcamp. Là, pour ce cas-là, bon, c'est des if, quoi, c'est pas incroyable. Ça retourne true. Pour le deuxième, c'est mon truc de Devox. Du coup, il va retourner false. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça maintenant, des profile conditions? Parce qu'en fait, derrière, hop, derrière, en fait, vu que la condition du profil n'a pas été respectée, même si en fait il avait été scanné par le component scan, votre bin, il est plus dans la factory. Il est plus dans la bin factory, donc en fait, il n'existe plus. Fin de l'histoire. Donc là, on a chargé dans notre bin factory des définitions et on va passer la main à la deuxième étape où on va créer et initialiser ces bins. Là, on va rentrer dans la phase d'initialisation de nos bins. Du coup, pour chaque bin qui était présent dans la factory, ils vont être instanciés. On va instancier les bins et leurs dépendances par constructeur ou par setter. Et ce qui va être important après, intéressant, c'est la petite botte bleue qu'on va voir qui est juste en dessous. C'est qu'après leur instanciation, on va pouvoir jouer sur ces bins, ajouter du comportement et on va pouvoir initialiser nos bins avec, par exemple, précharger du cache, initialiser une connexion à une base de données, enfin faire tout un tas de trucs. Et ça, on peut le faire via le
via le mot-clé post-construct. Donc ça, c'est une manière de pouvoir initialiser nos bins. Et autour de ça, on a les deux petites boîtes bleues. Là, c'est des bins post-processeurs. Et ces bins post-processeurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ajouter du comportement avant l'init ou après l'init de nos bins. Donc typiquement, on va ajouter de la validation, ajouter du comportement, de la logique, tout un tas de trucs. Enfin, c'est notamment ce qui fait quand vous utilisez les transactions Spring, par exemple, c'est des bins processeurs qui sont derrière ça. Donc là, notre client, ce qu'il veut maintenant, c'est, du coup, au lieu de les avoir nos dinosaures en dur dans l'API, il nous a fourni un super fichier avec, du coup, ses dinosaures préférés et la quantité de nourriture dont ils ont besoin pour pas mourir, tout simplement. Donc on va voir un peu comment se passe le post-construct, comment se passe l'initialisation de nos bins. On va bien voir que ça se passe après la phase d'injection de dépendance. Donc tac, je vais changer de branche. Tac. Donc ce qu'on a juste fait, c'est qu'on a rajouté, on a un dinos loader du coup qui va charger notre fichier JSON tout simplement. Et on a la phase de post-construct qui est ici du coup qui va passer après l'injection de dépendance. Donc on va bien voir que ça passe après que nos injections a été bien faites. Tac, donc je vais lancer en debug. J'espère que je les ai tous. Hop, hop. On n'est pas passé après. Alors il manque un point de debug. Bizarre. Pourtant il est là. Donc normalement, si je reviens ici, donc là on passe bien dans le constructeur, donc ça va être la phase d'instanciation de la résolution de dépendance des bins pour ce composant-là. On va ensuite passer dans la méthode post-construct, donc là on va pouvoir... là c'est ça les bins post-processeurs que je voulais passer avant, pardon. Hop. Donc là on arrive sur notre bin, du coup on n'a rien qui a été chargé. Donc ça c'est la phase, c'était la petite boîte bleue de bins post-processeur, du coup avant init. Donc avant init on voit qu'on n'a pas nos dinosaures qui ont été chargés dans Dinosaur. On a le max stock qui a été stocké parce que ça passe par la bin factory, donc c'est ce qui fait au tout démarrage de l'application. Ensuite, tac. Normalement, oui, on passe par le post-construct, donc là, du coup, rien de fou au niveau code, on va juste charger nos dinosaures. Et ce qu'on veut voir, c'est qu'en sortie, du coup, on a bien notre bin qui va être correctement initialisé avec nos dinosaures ici. Donc voilà comment marche le post-construct. Hop, mince. Donc ça c'est l'interface bin post-processeur. Du coup, si vous voulez rajouter du comportement sur vos bins ou complètement remplacer le comportement de vos bins, c'est cette interface-là qu'il faudra implémenter. On a les méthodes before et after qui permettent de rajouter de la logique, donc typiquement de la validation sur des propriétés qu'on voudrait contrôler si elles sont bonnes ou pas. Et ça, c'est 3 exemples de bin post-processeur. Donc on a le bin validation qui lui va se charger de la validation, comme je disais juste avant. On a un bin post-processeur un peu particulier, le init destroy, c'est lui qui va gérer le post-construct pour faire des trucs après l'instanciation et aussi la phase de pré-destroy, donc juste avant que le bin soit détruit dans le contexte de Spring. Et on a le petit dernier, là je pense qu'il devrait vous parler, le AutoWire annotation bin post-processeur. Lui, c'est lui qui va permettre de pouvoir faire de l'injection par propriété. Donc ça démontre qu'il ne faut pas l'utiliser parce que du coup Spring a dû rajouter du comportement pour pouvoir gérer l'injection par propriété. Notre application contexte, là, il est parfaitement chargé. C'est super cool. Maintenant vient la phase de l'utilisation. Comment est-ce qu'on utilise des bins dans Spring? C'est hyper simple. Soit on récupère le bin du contexte directement. Bon, en vrai, personne ne fait ça. Soit on appelle un web service qui va... Il y a un petit Larsen, Gaël, qui va du coup appeler... Il n'y a plus de Larsen, mais... Ça marche. Et là où... Enfin bref, du coup, vous appelez votre endpoint, tout est chargé directement, vous récupérez votre bin. Mais c'est en fait où le jeune Clément vous a pas tout dit
sur les bins post-processor, c'est qu'en fait, certes, on peut rajouter du comportement relativement trivial, une petite validation, gérer les auto-wires, ce genre de choses, mais on peut surtout complètement feinter l'utilisateur. Et c'est là, en fait, où ce qu'on appelle la magie de Spring va opérer, et c'est ce qu'on appelle les proxys. Quand vous allez récupérer votre bin dans votre application, soit vous avez votre bin, plutôt normal, soit en fait, votre bin il est wrappé dans un proxy. Et c'est ce proxy qui va ajouter le comportement autour de notre code. Les cas les plus communs dans le monde de Java, du moins ceux qui font du JDBC, JPA, ce genre de choses, c'est la gestion des transactions. Quand on le faisait à la main, je veux faire un get by ID, ouverture de connexion, ouverture de transaction, fermeture de transaction, fermeture de connexion. J'ai pas oublié de propager ma transaction ? Peut-être, je sais pas trop. Comment on fait ? Je sais plus. Bref, du coup, c'était compliqué. Est-ce que ça a bien marché ? Pas bien marché. Spring nous fournit une gestion des transactions et en fait, via proxy, il nous file tout ce comportement automatiquement autour de notre bin. La gestion du cache, c'est pareil. Et globalement, tout ça, ça s'appelle de l'AOP, la programmation par aspect. Et on est en plein dans le separation of concerns, de dire, j'ai besoin de gérer des transactions, et je vais le faire à un seul endroit, dans un seul composant. Et c'est ce que l'AOP permet. Les proxys, qu'est-ce que c'est ? C'est un objet spécial qui agit comme un substitut de votre objet en contrôlant les appels à cet objet. Donc en fait, quand vous récupérez un truc du contexte, vous ne récupérez pas votre bin, dans 80% des cas, mais un proxy. Il en existe deux types. Les proxys du JDK, qui sont dans le JDK, comme leur nom l'indique, qui permettent de gérer les interfaces. On se rappelle que le Spring, c'était interface 21, petit lien. Et les proxys, qu'on appelle CGlib, donc c'est une librairie à côté, qui permet de faire des proxys sur des classes, du coup par héritage. Comment ça fonctionne, cette petite truc ? Encore une fois, un slide absolument vide. Un slide pompé, mais avec une délation en dessous. C'est les petites boîtes. On a le JDK versus les CGlib proxy. La version JDK, elle est globalement simple. On a dans notre boîte, qui est notre proxy, notre target. La target, c'est votre bin. Enfin, vous avez l'impression que c'est votre bin. Et en fait, cette target, votre code, il est dedans. En fait, c'est encapsulé dans un proxy qui implémente l'interface que vous avez dans votre code. JDK proxy. La version CGlib est relativement pareille, sauf que c'est une classe. Du coup, on va créer au runtime une classe qui étend votre classe à vous et qui a la target. Bon, jusque-là, OK, mais c'est quoi la petite boîte rouge ? La petite boîte rouge, c'est justement l'extra logique que vous rajoutez. Vous pouvez la rajouter avant l'appel à votre code, après l'appel à votre code, autour, donc en gros les deux, après si ça a bien marché, après si ça n'a pas bien marché. Il y a une logique dedans, là, dans la boîte, ça s'appelle des interceptors dans Spring, qui ont permis de dire si votre appel à votre méthode doit ou pas passer pas par l'aspect, du coup, par ce code de l'aspect qu'on appelle un advice. Dans notre code, en fait, c'est très bien la petite théorie et on puisse voler des slides, des schémas. Dans notre code, comment ça se matérialise ? Est-ce que vous l'avez pas déjà vu, tous ces trucs-là ? Je pense que si. Des annotations du framework, des point cuts dans l'aspect, dans un espèce de dialecte, des annotations custom. Typiquement, là, l'exemple Spring Security ou Spring Cache. Le pre-authorize, en fait, et ce que ça va faire, c'est que quand vous allez récupérer votre bin où il y a cette magnifique méthode dedans, lorsque vous faites l'appel, en fait, vous ne faites pas l'appel à votre bin, mais au proxy, qui va vérifier pour le coup que le principal, donc le gars qui est authentifié, il a le rôle X, Y, Z. Et ça, en fait, c'est fait pour vous. Tout ce code-là, que vous aurez dû implémenter tout seul, il est fait pour vous, grâce à cet aspect, bon pour le coup c'est un de Spring Secu, mais pre-authorize. Pareil pour le cache. Automatiquement, le résultat, moi j'ai mis un void, l'exemple est moyennement satisfaisant, mais sera mis dans le cache. Les point cuts. Les point cuts, qu'est-ce que c'est ? C'est de définir nous-mêmes en fait la logique. C'est que je ne vais pas utiliser une annotation du framework, parce que j'utilise pas de framework, parce que je fais tout à la main, je suis trop balèze. Et je veux dire en fait que toutes les exécutions de dinosfeeder.feed, quels que soient leurs paramètres, alors il y aura quelque chose qui va se passer. Avant, après, autour, peu importe. Donc c'est ce qu'on appelle des aspects custom qu'on peut faire dans Spring. Pour ceux qui ont déjà fait de la programmation par aspect hors de Spring, en fait c'est du dialecte AspectJ derrière. Un langage somme toute un peu barbare, mais qui est hyper puissant, qui permet de faire ce qu'on appelle des point cuts dans le code pour cibler vos méthodes. Du coup, on peut créer un nouveau composant qui est un aspect qui implémente ce code-là. Vous pouvez faire de manière plus civilisée, plutôt que de l'AspectJ, des annotations que vous voulez créer vous-même et faire la même chose en fait que le point cut de tout à l'heure, mais avec une annotation que vous mettez ensuite dans votre code. Donc là, le @monitor10. Ce qu'il faut savoir avec les proxys,
dans Spring, c'est qu'ils ne sont pas sans limitation. Je vais revenir en arrière parce que c'est plus simple à comprendre comme ça. C'est qu'une fois qu'on est dans le proxy, on est dans le proxy. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré dans la bulle verte, quelle que soit la technique d'implème, on est dans la bulle verte. Parce que ça veut dire que les intercepteurs qui sont ici ne seront pas appliqués quand le proxy se rappelle lui-même. On ne ressort pas du proxy quand on est dans le proxy. C'est-à-dire que si j'ai une méthode A qui a un transactional qui appelle une méthode B qui a un add cacheable, par exemple, la notation d'aspect add cacheable ne sera pas appliquée. Tout le monde se fait avoir une fois dans sa vie. Donc, on vous le donne là, c'est cadeau. Cet exemple-là, add cacheable, le find all qui appelle le find dangerous, l'aspect du add cacheable ne sera pas appliqué. Parce qu'on est déjà dans le proxy. On ne ressort pas du proxy une fois qu'on est dedans. On est déjà dans la target. Donc il faut le savoir. Bon, ça pousse aussi à faire du code qui se découpe et tout ça, éviter d'avoir tout au même endroit, mais il faut le savoir. Et là, notre client qui revient à la charge, du coup, il en a marre, du coup, que nos dinosaures, ils meurent de faim. Donc il veut qu'à chaque fois qu'on va donner à manger à nos dinosaures, en fait, de lever une petite alerte, en gros, et de dire, le stock, il est négatif. Donc pour ça, on a fait une petite démo. Tac. Donc je vais mettre ça à la bonne branche. C'est la 6. Donc c'est un proxy de type CGlib. Je vais montrer l'aspect. N'oublie pas de changer tes... mes breakpoints, ouais. Tac. Hop. Hop. Donc l'aspect, voilà, il fait rien d'extraordinaire, il va juste lever une petite alerte si notre stock il est négatif. Donc ce qu'il faut retenir, c'est l'aspect sur le feed checker, le zoom, pardon. Ici, pour déclarer notre composant en tant qu'aspect, on a le point d'exécution ici, du coup, qui va de la méthode qui va être interceptée dans notre proxy et qui va être appelé, du coup, ce comportement-là va être appelé avant l'appel de notre bin et de notre logique métier, de notre service. Donc je vais lancer un debug, on va voir un peu comment ça s'articule. Mince. Tac. Généralement, on implémente les abcès quand dans notre code, dans l'application, on a une demande à chaque fois que je fais quelque chose, à chaque fois que j'appelle tel type de méthode, à chaque fois que. C'est généralement le bon tilt pour dire, ouais, peut-être qu'il faut que je fasse un aspect. Donc là, du coup, on est dans la classe Abstract Auto Proxy Creator. Donc en fait, on voit que c'est un bin post-processor, en fait, le post-process after initialisation. Donc ça va être avant l'init de notre bin. Tac. Donc c'est un bin post-processor qu'on va utiliser pour les proxys. Tac. Ensuite, on va rentrer dans la phase de création du proxy. Donc ce qu'on va retrouver à la sortie de ce truc-là, c'est qu'on va avoir une instance de notre proxy. Et c'est cette instance-là qui va être injecté après dans notre service, et on passera par ce proxy-là pour faire le code de notre aspect avant d'appeler la méthode du métier là de donner à manger à nos animaux. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que dans les bins, dans les spécifiques intercepteurs, on va pouvoir les différents point cuts qu'on a fait. Du coup, là on en a un, c'est le feed checker. Il est juste là. Donc ça, c'est la méthode qui va être appelée. Du coup, c'est notre aspect et qui pointe vers la méthode du coup du service. Hop. Donc là, on va créer le proxy. Donc il y a différents types de proxy, comme vous a dit Maxime. Il y a le proxy par interface et les CGlib proxy. Dans notre cas, c'est un proxy de type CGlib. Donc du coup, on va rentrer on va passer par le Open CGlib AOP proxy. Mais si c'était une interface et que vous voulez débugger des proxys de type interface, ce serait le if target isInterface par exemple. Hop. Tac. Et là, du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, alors en sortie, du coup, on va avoir l'instance de notre proxy, et on peut voir du coup, c'est un peu barbare la première fois qu'on tombe là-dessus, les petits dollars là. Du coup, c'est pour, hop, je vais zoomer. Du coup, quand on voit ça, du coup, là, du coup, ça veut dire qu'on est dans un proxy et que que Spring a retourné une instance de ce proxy, et c'est cette instance-là qui sera utilisée quand on fera l'appel à notre service, via notre contrôleur. Hop. Donc là, notre proxy, il a bien été créé. Et du coup, on va appeler notre endpoint qui va donner à manger à nos animaux, à nos dinosaures. Hop, ici. Donc c'est simplement un post avec le nom du dinosaure en paramètre.
Donc là, on est passé par une méthode d'invocation, où ça peut être intéressant. Si vous voulez débugger, si vous avez des paramètres passés à votre aspect, on va retrouver tous les paramètres qui ont été passés. Hop, je vais zoomer ici, dans cette méthode-là. Là, on aura juste le nom de notre dinosaure. Je me permets de préciser, on voit bien là, c'est invoke advice. C'est vraiment ça, le advice, c'est votre code à vous. Et ensuite, on va exécuter le code de notre aspect. Donc là, rien de fou, il va juste contrôler que le stock n'est pas négatif. Et ensuite, une fois que cette méthode-là sera exécutée, on va passer par... j'ai pas mis le breakpoint, mais on est censé passer, faites ma confiance, dans le service qui donne à manger à nos animaux. Je peux le montrer. Qui pense qu'il ment? Tac. On serait passé dans cette méthode ici. Donc il aura exécuté le code métier juste après. Donc ça, les proxys, c'est utilisé quand on fait des transactions, quand on fait du cache. Enfin, il y a pas mal de cas métiers qu'on utilise tous les jours. Généralement, dans les projets, il y a souvent un besoin où il y a un besoin. Moi, j'exagère, 1, 2 ou 3 besoins où il y a besoin d'un aspect custom. C'est relativement rare. Alors, on a un use case chez Wooz, justement, où en sortie des appels, la sécurité est importante. En sortie des appels métiers, on a un aspect qui va vérifier quel champ on doit ou pas avoir dans la réponse en fonction de tel ou tel droit. Du coup, c'est un aspect. Ce code-là métier, il a un seul endroit qui est appliqué sur tous les choses qui respectent une condition. Ça, clairement, vous dites, ça, c'est un aspect. Il y a c'est pas limitation, il y a quelques gros warnings quand on fait de l'AOP avec Spring, c'est que quand on fait des point cuts avec le aspect G, le langage un peu barbare là, et en fait, votre code, quand vous le développez, vous voyez pas les aspects. Ils sont d'un côté, vraiment. Donc il faut vraiment être rigoureux sur le fait c'est bien de faire des aspects, mais documenter ou peut-être passer en mode annotation pour que ce soit visible. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se font automatiquement derrière. Quelqu'un qui ne connaît pas sur le projet, qui appelle sa méthode getBidule au lieu de getDangerousBidule, ça peut peut-être déclencher un aspect derrière. Donc attention à ça. Parce que la logique d'interception, qu'on appelle le point cut, elle est définie du coup dans l'aspect. Ça, c'est un copier-coller de la documentation Spring que j'ai juste remis en forme pour l'occasion. C'est très important quand vous allez commencer la programmation par l'AOP et aller un peu dans le monde de Spring, de comprendre les terminologies. Parce qu'en fait, c'est utilisé tout le temps et c'est relativement simple. Un aspect, c'est le comportement. Le join point, c'est globalement la méthode où le comportement a été catché. Le device, c'est votre code à vous. Le point cut, c'est la logique d'interception. Est-ce que je dois ou pas faire le truc? Et ensuite, on a la target, le proxy, etc. Globalement, on appelle ça du weaving, c'est-à-dire c'est du tissage de code, la programmation par aspect. C'est la capacité de rajouter des trucs avant, après, autour d'un objet. Historiquement, le bytecode weaving, ça existe depuis très longtemps, mais c'était fait à la compilation, notamment avec des libs comme AspectJ. C'était globalement la même chose, sauf que contrairement à Spring qui a des proxys runtime, c'était fait à la compile. On vous a remis les petits, ça c'est pour vous à la maison, les petits screens de tout ça. Parlons maintenant de l'environnement autour de notre contexte. C'est pas vraiment autour, c'est dans notre contexte et de nos propriétés. Les propriétés dans Spring, c'est juste trop facile maintenant. Elles sont récupérées depuis plusieurs sources qu'on appelle des property sources. Il y a les variables d'environnement de votre host, les propriétés de la JVM lorsque vous lancez votre app, genre le profil par exemple que je mis tout à l'heure, ou alors des property sources que l'on peut définir nous-mêmes dans notre configuration. Tout ce petit monde-là, on va le mettre dans l'application contexte, et plus précisément dans un objet qui s'appelle environnement. Si vous faites la strat qu'a fait Clément au tout début, c'est-à-dire de prendre votre contexte en debug et d'aller voir dans l'environnement, vous allez avoir toutes vos propriétés et d'où elles viennent. Est-ce que c'est une source de la JVM? Est-ce que c'est une source de ma machine? Moi, j'avoue, je le fais beaucoup quand on a des problèmes de chargement de propriétés, des profils, ce genre de choses, d'aller débugger comme ça. Avec Spring Boot, Clem le dit aussi, mais dans Actuator, on peut aussi voir tout ça. Il y a des gens qui préfèrent les interfaces, moi je préfère les voir en debug. Comment on met des petites propriétés? Dans une classe de configuration, je vais pouvoir mettre des add property source, dire que dans mon classpath, je vais chercher le fichier jurassic-config-quelque chose, en properties, et je vais pouvoir ensuite récupérer ces valeurs avec un add value bidule.bidule. Là, il y a plusieurs choses. Déjà, comment la variable... C'est fantastique. Je la refais. Une classe de configuration, le property source, le classpath.
La Jurassic config, blablabla. Blablabla. Ce qui est important, c'est la variable ici, que vous ne voyez pas trop, j'avoue, le $environnement. Comment ça fonctionne ce truc? Ben, c'est exactement ce que je vous disais au début, dans le chargement des définitions des bins pour mettre dans la bin factory. C'est un peu long, d'accord. Mais c'est leur rôle en fait. Nos bin definition post-processor, ils vont aller lire ce truc, dire ok, ça c'est une variable. Moi je sais, je les connais déjà, parce que je l'ai déjà fait. Et je vais aller remplacer -environnement par prod, par dev, etc. Et du coup ça fonctionne. C'est plutôt cool. Mais du coup, comment ça marche en fait? Comment c'est possible de variabiliser des trucs? Personne ne sait. Super. Il y a deux choses qui doivent vous marquer normalement. C'est que on ne sait pas trop comment ça marche, mais ça a l'air de fonctionner. Et surtout, vous faites du Spring, probablement du boot, tous les jours. Vous n'avez jamais vu un add property source. Dire cet homme est un menteur. Eh bien non. La réponse se situe dans ce gros machin-là que vous a montré Clem au tout début. Là, je suis dans ma bin factory, dans ma bin definition map. En gros, c'est le bin que je veux faire et les trucs dont il a besoin, pour faire simple. Eh bien, on en a 175, alors que nous, on avait un lister et une app. Hein. Yes. Merci la planète. Et on a, je vais plutôt faire l'exemple ici, un property source placeholder configurer. Ce machin-là, c'est un bidule truc bin definition reader. En gros, c'est un bin factory post processor et c'est lui qui a la responsabilité d'aller chercher s'il y a des dollars machin et de les remplacer. D'où ils viennent ces 175 bins, mon cher ami? De Spring Boot. Donc Spring Boot, ils sont partis du constat qu'à l'époque, avant Spring Boot, quand on faisait des applications, on devait répéter pas mal de fois le code si on faisait des transactions. Enfin, on devait se palucher pas mal de fichiers XML pour faire de la conf, que ce soit de la sécurité, tout ça. Du coup, ce qu'ils amènent, c'est ce qu'on appelle de l'autoconfiguration. C'est-à-dire que là, on a plein de bins. Par exemple, on avait la dispatcher servlet, par exemple, pour le web, du coup, parce qu'on avait le starter web. Du coup, ça va nous rajouter plein de bins et plein d'autoconfigurations par défaut pour que notre application elle démarre et elle fasse plein de trucs déjà pour nous. Donc, typiquement, si on rajoutait de la sécurité, du coup, Spring nous ferait la configuration, une configuration par défaut de sécurité et on retrouverait ces bins au démarrage de Spring. Donc Spring Boot 3 est sorti dernièrement. Je pense que ceux qui font du Spring étaient au courant. Du coup, on nous a mis les différentes key features là, et le lien vers la release note, notamment le support de Java 17. Donc Spring Boot, c'est plein de trucs cool. Donc l'autoconfiguration, comme je disais, avec du coup, on n'a plus besoin de se taper des lignes de conf, à dupliquer des lignes de conf sur plein de projets différents, comme on pouvait le faire avant, donc, notamment sur la sécurité, sur les transactions, tout ça. Ça nous facilite la gestion des dépendances. On n'a plus besoin de rajouter des versions à la main et quand on migre, du coup, de se dire est-ce que cette version-là est compatible avec cette version. Du coup, Spring le fait déjà pour nous. Dès qu'on ajoute un starter, on n'a plus besoin de lui spécifier la version. Ce sera défini dans le parent. En termes de packaging aussi, on n'a plus besoin de configurer à côté un serveur d'application, donc d'où le FatJar. Ça apporte aussi plein d'outils pour les tests, le monitoring et plein d'autres trucs qui sont bien cool. Donc, comment Spring fait pour scanner toutes nos applications au démarrage, du coup, on va retrouver la notation Spring Boot application sur le main application. Et du coup, ça va se découper en 3 annotations. Donc, c'est surtout les 2 dernières là qui nous intéressent, le enable auto-configuration. Donc, c'est cette annotation-là qui va permettre d'avoir une configuration par défaut au démarrage de Spring. Donc, par exemple, pour la sécurité, la conf par défaut, on aurait un mot de passe utilisateur qui serait demandé quand on fera un appel à l'API. Et on a le component scan, du coup, qui va aller scanner nos packages. Notre classe passe du coup à la recherche de ces bins pour pouvoir correctement les configurer. Donc cette annotation-là vient de Spring Core. C'est pas du Spring Boot. Revenons en détail sur l'autoconfiguration. C'est vraiment la key feature, hein. C'est elle qui a un peu révolutionné le truc. Vers les années 2010, démarrer une application avec Spring, ça mettait une semaine pour faire Hello World, truc que j'ai fait en 1 minute environ. Peut-être que mes compétences étaient moyennement satisfaisantes aussi, mais c'était long et fastidieux. Il y a même plein d'alternatives en fait, qui est arrivé à cette époque-là. Play, Grails, notamment, qui a été porté par Pivotal, sachez-le, qui a été déclassé entre guillemets pour l'arrivée de Spring Boot, et notamment l'autoconfiguration. Qu'est-ce que c'est que ce petit machin? C'est scanner le ClassPass pour voir en fonction des classes que vous avez dans votre ClassPass, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des configurations de bin tout seul. Genre, vous faites du web,
Ok, et bah du coup, je sais que tu as besoin d'une dispatcher servlet, il est relou celui-là, de HTTP message converteur, de view renderer, de tout un tas de merdier qu'on faisait avant à la main et qu'il fallait nous faire coder, et on le faisait la même chose dans tous les projets. Ensuite, comment ça fonctionne? Puisque ça nous crée nos bins tout seul, les fameux 175 là, il y a les bin post-processor, etc., mais il y en a plein du framework. Derrière, ça fonctionne avec des fichiers de configuration. Les fichiers de configuration, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est des properties. En fait, vous allez pouvoir jouer sur vos bins en mode, vous avez une data source, l'URL de la data source, elle est à tel endroit. Et voilà, vous allez pouvoir jouer grâce à une property. Des properties, du coup, il y en a 13 000. Il y en a vraiment beaucoup. On va pas tout le faire, mais vous avez capté le délire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y en a beaucoup, parce qu'on peut tout configurer, c'est chouette. Pour moi, c'est relativement un petit défaut de la solution, c'est que c'est assez dur de s'y retrouver. La doc, elle existe, elle est complète, mais quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on cherche, quoi. C'est relativement pénible. Mais on peut tout surcharger. Et ça, c'est fantastique. Évidemment, on peut toujours déclarer nos propres bins si le bin ne nous convient pas. Si vous avez l'impression que vous allez faire un meilleur web client Reactor que ce que les gens de Pivotal, vous pouvez le faire. Fair enough. Ou bien vos propres bins de data source, faites ce que vous voulez. On peut toujours tout faire et on peut mixer les deux mondes, il n'y a pas de souci. Comment ça fonctionne derrière? Quand vous voulez rajouter des trucs Spring Boot, vous allez rajouter des starters. C'est ce qu'on a fait pour le web. Là, le starter security, la promesse de Josh, my friend, c'est que je mets ça dans mon app et ça fonctionne. Du coup, je vais le faire. Et que du coup, je mets pas de version, que disait Clem, pas de confusion du coup entre les versions des différentes librairies tierces. Je restart et let's go. Le succès. Hop, du coup je mets un starter. Vous avez vu, j'ai fait un copier-coller. Ça va. Je mets un starter security. Je suis très content. Est-ce que j'ai du réseau? Je l'applique dans ma configuration projet avec Maven. Je relance mon application. Hop. On pourrait constater que maintenant là j'ai beaucoup plus de bins dans mon contexte. Je ne vais pas le faire parce qu'il n'y a pas giga beaucoup de temps, mais derrière, ce qu'on voit, c'est qu'il se passe d'autres choses, en fait. Déjà, j'ai une génération de mots de passe par défaut. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été faites pour moi. Maintenant, si je veux essayer d'accéder à mon app, hop, par exemple ici, je vais avoir un nouveau comportement. Bon, c'est moyennement beau, je suis d'accord, mais c'est fait tout seul. Ceux qui ont déjà fait du Spring Security, la Security Filter Chain et tous ces trucs-là, c'est pas hyper trivial. Évidemment, là, on est sur un cas vite fait, on fait pas du O2 multitenant et tout ça. Mais toute la tuyauterie est donnée pour vous. Et dites-vous que si vous mettez le starter Kafka, c'est la même chose. Le starter Elasticsearch, ça va être la même chose. Et que tous les tuyaux vont être configurés. C'est du opinionated, ok, d'accord, mais au moins, il y a un truc par défaut qui risque de fonctionner dans énormément de cas. Il reste un tout petit peu de temps. Hop. Du coup, dans ce starter, en fait, qu'est-ce qu'il tire, lui? Il tire les dépendances dont il a besoin. Donc, le security, il a besoin de security config, de security web, de AOP, etc. Et c'est lui qui va positionner ces versions. Et moi, j'ai besoin de tel truc-là. Évidemment, l'ensemble, donc là, moi, je suis dans 3.1. L'ensemble des starters sont compatibles entre eux. Avant, c'était relou. On faisait du cache en version 2 de tel techno, ça allait pas avec Jackson 1.4. Voilà. Puis faire le dependency tree de Maven, il y avait que Arwan qui aimait faire ça, c'était pas ouf. Globalement, comment ça fonctionne derrière? En fait, il a créé les bins tout seul, et il les a créés grâce à ce qu'on appelle, je ne sais plus si j'ai un slide là-dessus. Ouais, pas encore. Hop. Grâce à des conditions. Les conditions, en fait, il y en a plusieurs. Il y a conditional on bin, c'est que si j'ai un bin de type A, alors forcément tu mets un bin de type B. Genre j'ai une data source et je veux faire des transactions, ok, je te mets un transaction manager. Sur le nom, si tu as un bin qui s'appelle comme ça, généralement celui qui est plus utilisé, c'est le transition fantastique, je trouve. C'est le conditional on missing bin. En fait, c'est plutôt ça l'autoconf. C'est si je retire ce que j'ai dit avant, c'est pas vraiment vrai. C'est une des catégories de l'autoconf. Mais là, c'est si j'ai pas de bin de ce type-là dans mon application context, alors tu les crées tout seul. Voilà pourquoi j'ai mon property source et que vous l'avez tous dans vos applications Spring Boot. Automatiquement, dès que vous mettez un Spring Boot, parce qu'il y a une classe d'autoconfiguration
qui est configuré avec le highest precedent. En gros, tu le fais au tout début, bah oui, parce que c'est lui qui charge les définitions des bins et qui met les properties d'environnement. Ensuite, bah, c'est un bin, d'accord, ici. La condition, c'est quoi? Bah, si tu n'en as pas, alors tu le crées. Et du coup, vous avez votre bin qui permet de faire ce que j'ai expliqué tout à l'heure. La petite subtilité, c'est que celui-ci, il est statique. Ça veut dire à Spring, vraiment, tu le fais d'abord. Tu le fais vraiment au début, quoi. J'en ai vraiment besoin. Voilà l'autoconfiguration, voilà ce qu'amène Spring Boot. Il faut bien comprendre que Spring Boot, bah, en fait, derrière, c'est Spring, et que Spring, c'est des bins. Et que du coup, on espère que grâce à vulgarisation, en rentrant un peu sous le capot, vous allez pouvoir comme ça danser avec vos bins et être manifestement très souple. Attention peut-être parce qu'il y a peut-être des procès après, là, avoir les femmes et tout ça, donc faites attention. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, et merci de nous avoir écoutés. Je leur enlève ce gif, il est un peu dérangeant. Et si vous avez des questions, il nous reste un tout petit peu de temps. Bonjour, ouais, merci en tout cas pour la présentation. J'ai une petite question par rapport à des problématiques de performance, on va dire, globalement. C'est-à-dire que c'est cool la magie noire de Spring, mais en fait, c'est sans doute pas sans conséquence. On a des proxys, on a du scan de classe partout, mais c'est quoi du coup les bonnes pratiques vis-à-vis des perfs au runtime, mais aussi en termes de mémoire utilisée dans les applications et taille peut-être des livrables aussi? Justement, le but du talk, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas de magie noire, justement. C'est que, en fait, c'est des aspects. Que si tu avais fait, au lieu de l'aspect, point, j'appelle ma méthode qui fait mon advice, tu aurais pu le faire, tu aurais économisé l'intercepteur du proxy. Donc là, c'est pas énorme, je veux dire, le delta de perf. Le vrai delta de perf, c'est de charger tout ça dans l'application contexte, ça c'est sûr. Et là, en fait, le parti pris de Spring, c'est de le faire payer au lancement de l'app. Parce que du coup, tu vas tout charger en mémoire. Ça, c'est sûr. C'est l'autre downside. Mais en fait, c'est largement plus satisfaisant de mettre un bin en mémoire pour l'appeler directement sans payer ton coût d'init qui est relativement long, plutôt que de faire tout le temps des inits, des nouveaux objets, que le garbage collector il soit en position croque McDo, comme diraient certains. Voilà quoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'était l'exemple du prototype dont on a vraiment parlé hyper succinctement, c'est que tu peux faire des bins qui ont une durée de vie, une portée de vie qui est différente, qui n'est pas tout le temps là, quoi. Sur des sessions web, sur des requests, sur juste quand on a besoin, ce genre de choses. Et tu peux aussi faire du lazy, où là vraiment c'est le truc il est là, il sera là un jour, mais que quand on va l'appeler. C'est encore un truc un peu différent. Je sais pas si ça répond à ta question. Faut être conscient, c'est sûr, si tu fais un envoi de mail qui a besoin de 60 000 composants externes, etc., bah, tu vas payer le coût, alors tu vas faire ton mail, mais c'est pas grave. Généralement, que tu mettes une seconde de plus ou deux, c'est pas dramatique. Oui, j'avais juste une petite question, c'est par curiosité. Tout à l'heure, tu parlais des proxys. Donc, tu disais, il y a les JDK proxy qui fonctionnent par implémentation et il y a le CGLib proxy qui fonctionne par héritage. Est-ce qu'on a une idée du pourquoi on utiliserait l'un plutôt que l'autre? Est-ce que c'est purement arbitraire? C'est arbitraire. En fait, c'était le postulat de base de Spring à la base, c'était de tout faire développer par interface. Pour tout ce que ça, pour la modularisation, le truc de débrancher des bouts, de pas débrancher, etc. Ils se sont rendus compte que dans la réalité, c'est bien, mais qu'il n'y en a pas tout le temps besoin, que ça peut faire une surcouche. Et du coup, ils ont autorisé, entre guillemets, en mettant CGLib, la bibliothèque qui peut le faire par classe, de le faire aussi sur des classes, du coup, par héritage. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est quand vous faites du Spring Boot, la manière en fait qui va être faite directement tout le temps, c'est par classe. C'est qu'il faut vraiment désactiver ou activer dans l'autre sens les JDK proxy pour faire un JDK proxy. Sinon, il va faire par défaut des proxys CGLib. Pourquoi ça, par contre, je ne sais pas. Ça répond à ta question. À peu près. Ça clignote en noir et j'ai peur de me prendre des objets vu que vous avez faim. Si vous avez d'autres questions, venez nous voir. On pourra y répondre. Et bon appétit.